Donc le démembrement est un formidable outil permettant à un donateur d'anticiper sa transmission sans totalement se déposséder. Et ça à une condition, l'usufruitier peut jouir du bien, mais à condition de ne pas en altérer la substance. Il existe certains biens dont il est difficile de jouir sans en altérer la substance. Il s'agit des biens consomptibles par le premier usage, et c'est notamment le cas des sommes d'argent. C'est vrai que pour jouir d'une somme d'argent, on peut difficilement envisager d'en jouir différemment qu'en la dépensant. Et donc pour ce type particulier de biens, des règles ont été mises en place pour quand même permettre à l'usufruitier d'avoir un certain droit de jouissance. Et pour pouvoir jouir d'argent sans en altérer la substance, finalement, ce qu'on a trouvé comme solution, c'est de créer une créance et donc, de créer une dette plutôt de restitution. Donc, l'usufruitier doit rendre à la fin de l'usufruit la même somme qu'il avait initialement. Et le cas du quasi-usufruit, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, particulièrement des actualités qui se sont mises en place là ces derniers temps avec l'article 774 bis qui a déjà créé beaucoup de commentaires. L'administration maintenant a fait ses commentaires, donc c'est un peu à cette occasion qu'on a la chance d'échanger. Et comme c'est un sujet complexe, du coup j'ai le plaisir de rencontrer Sandrine Kilissi. Elle est directrice du Wealth Planning de Norman Kay à Paris, également rédactrice en chef du JFA que tous les auditeurs connaissent bien. Sandrine, bonjour. Bonjour Lucien. Eh bien, pour commencer, peut-être que on pourrait commencer par quelques questions récurrentes sur le quasi-usufruit avant de rentrer de plein pied dans cette réforme. La première question qui vient tout de suite à l'esprit, ce sont ces clauses d'indexation, cette première complexité. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas? On voit parfois des clauses qui sont faites avec des taux fixes, avec des indices d'inflation ou de prix à la consommation, alors que a priori c'est pas autorisé. Exactement. Alors en fait, c'est vrai que cette indexation, c'est un vrai sujet parce que en vertu du nominalisme monétaire, en fait, si je ne prévois pas de clause d'indexation, mon nu propriétaire, lui, il va subir une forme d'appauvrissement. Surtout si l'usufruit dure des années et des années, ça va être terrible. Du fait de l'inflation. Donc, en réalité, généralement, on ne met pas en place ce genre d'opération pour appauvrir le bénéficiaire de la transmission. Donc, du coup, et c'est une recommandation que l'on peut faire, bien évidemment, il faut indexer cette créance de restitution dont est titulaire notre nu propriétaire. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, il y a des indices qui sont interdits. Et notamment, le Code monétaire et financier interdit une clause qui va prévoir une indexation qui va être fondée, par exemple, sur le salaire minimum de croissance ou encore sur le niveau général des prix et des salaires. Donc ça n'est pas possible. Par contre, la clause va être licite dans l'hypothèse où l'indice de référence sera en rapport avec l'objet de la convention ou avec la profession d'une des deux parties. Bon, en matière patrimoniale, c'est plutôt par rapport à l'objet de la convention. Et là, c'est tout le sujet de savoir, mais c'est quoi l'objet de la convention ? C'est vrai que sur une somme d'argent, on pourrait se dire que le plus pertinent, ce serait justement l'inflation. Oui, mais du coup, ça c'est marche pas autorisé. Et donc là, c'est vrai qu'on a l'impression d'aboutir à une impasse lorsque j'ai un usufruit sur une somme d'argent. Sauf que en réalité, c'est tout à fait possible finalement. On peut réfléchir à mettre en place une clause d'indexation qui serait en rapport avec, pourquoi pas, le premier investissement envisagé par l'usufruitier. Donc, s'il envisage d'investir dans un portefeuille titre, en tout cas dans des placements financiers, on pourrait tout à fait envisager de prévoir un indice boursier. S'il investit dans de l'immobilier, pourquoi pas l'indice du coût de la construction. Voilà. Donc, on va aller chercher un indice en rapport avec le premier investissement.
Peu importe d'ailleurs que par la suite, parce qu'on peut très bien, pourquoi pas, il pourrait très bien investir dans un portefeuille titre et puis en céder une partie, investir dans autre chose. Vous voyez, enfin, je veux dire, Et dans ce cas, l'indexation peut voilà, continuer quand même. Voilà, exactement. Il n'y a pas de problème là-dessus puisque ce qui compte, c'est le choix de l'indice à la date de la conclusion de la convention, en fait. Donc, on pourrait se dire que sur le principe, c'est une super idée un indice boursier parce que c'est assez performant. Ou pas. Mais justement, parfois, ça peut baisser aussi. Exactement. Là, avec les indices boursiers, bon, on a le problème de la volatilité, bien évidemment. C'est pour ça qu'il faut absolument prévoir une valeur plancher qui fasse que, dans tous les cas, la créance ne pourra jamais être inférieure au montant nominal, à sa valeur nominale, tout simplement. Et donc ça, c'est possible dans l'indexation. Exactement. Autre chose aussi, c'est on peut tout à fait avoir recours au mécanisme de la dette de valeur. Et en fait, appliqué au quasi-usufruit, en fait, on peut très bien stipuler qu'en cas d'emploi des deniers, objet du quasi-usufruit, en fait, on va suivre la valeur de chaque bien dans lequel il y aura eu un remploi. Et au final, bien, la créance, elle va varier en fonction de la valeur des biens qui ont été acquis à l'aide des deniers. Voilà. Et donc là, la créance, elle sera revalorisée en considération de la plus-value des investissements qui auront été effectués avec la somme d'argent. Ça, c'est plutôt ça semble plutôt simple, mais j'imagine qu'en pratique, on a certainement un problème de traçabilité qui doit être parfaite, parce que si je vends mon portefeuille titre et que j'achète un immeuble, probablement que l'ensemble du prix de vente va pas forcément rentrer dans l'immeuble, on va peut-être en avoir un petit surplus. Ça, enfin, je veux dire, si on choisit cette méthode-là, vous avez entièrement raison, ça oblige à organiser une traçabilité des opérations. Mais tout ça peut se faire dans le cadre de la convention de quasi-usufruit, de la convention de démembrement. On peut tout à fait mettre en place un suivi avec une information d'ailleurs pour le nu propriétaire. C'est tout à fait possible. Enfin, rien ne l'interdit. Ça n'empêche pas notre usufruitier de prendre les décisions qu'il souhaite en termes d'investissement et de réinvestissement. Mais il y a une obligation de tracer. Peut-être que après avoir découvert cette possibilité, certains auditeurs vont se dire bon, ce serait peut-être quand même plus simple finalement d'avoir un usufruit classique, même si on a son quasi-usufruit. C'est quand même un petit peu embêtant, surtout une fois qu'on a le bien immobilier. Qu'est-ce que ça change finalement entre une dette de valeur et puis un usufruit classique? On pourrait vouloir, on va dire, retourner en arrière quelque part. Est-ce une possibilité qui est offerte aux partenaires de démembrement? Je vois pas pourquoi ça serait pas possible, en fait. Il y a des cas dans le code civil où on prévoit bien la transformation. En fait, on repasse d'un quasi-usufruit à un usufruit, notamment avec toutes les problématiques liées à la garantie, parce que hormis le fait où l'usufruitier est dispensé de donner caution, où il y a des cas dans lesquels il est dispensé de droit. S'il doit donner une garantie et qu'il n'arrive pas à le faire ou qu'il ne le fait pas, en réalité, il a une obligation en fait de remploi des deniers. Donc j'ai bien un quasi-usufruit qui redevient un usufruit classique. Voilà. Donc de prime abord, je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher. Les parties peuvent tout à fait le considérer comme tel. Et puis, en fait, quand on est face à cette opération, quand on regarde, il n'y a pas de transfert de richesse. De la même manière qu'on peut passer d'un usufruit à un quasi-usufruit, puisque pourquoi pas faire un usufruit conventionnel sur, par exemple, un portefeuille de valeurs mobilières, même si ça peut être très discuté en doctrine, mais en tout cas, ça se fait. Bon, voilà. Je vois pas pourquoi on pourrait pas faire l'inverse. D'ailleurs, le Code civil le prévoit dans certains cas précis. Donc, une fois de plus, de toute façon, ça n'aboutit pas, l'opération n'aboutit pas à un transfert de richesse d'une partie vers l'autre. C'est juste une modification de l'exercice des prérogatives de l'usufruitier. Merci, c'est très clair.
Une autre question qui, là, on parle plus de transfert de valeur pour le coup, une question qui peut poser problème, mais souvent dans le sens qu'on n'attend pas et dans le sens pas prévu par les praticiens, c'est le lien entre la créance et puis le contrat d'assurance vie. Ah oui. Parce que donc ce qu'on voit passer en jurisprudence généralement, c'est plutôt quelqu'un qui qui avait une somme en quasi-usufruit, qui l'a, un usufruitier donc, qui la place dans un contrat d'assurance vie parce qu'elle trouve que c'est un placement, une bonne enveloppe de placement. Et puis au décès, pas de bol, son actif successoral n'arrive pas à compenser le passif lié à cette dette. Et en plus, ça se compense pas. Par contre, on pourrait se dire que en cas de patrimoine suffisant, ce serait entre guillemets super intéressant parce que on bénéficie finalement d'une dette qui ne s'imputerait sur rien du tout. Est-ce que est-ce que c'est risqué de faire ça? Est-ce que c'est possible si on le voit? Alors possible, tout est possible. Hein. Rien n'empêche notre usufruitier de réinvestir les sommes dans un contrat d'assurance vie. Enfin, je veux dire, de prime abord, c'est un acte de gestion. Il peut y avoir de véritables, comment dirais-je, des motivations financières là derrière. L'assurance vie a des avantages autres que l'avantage transmission. Tout le monde se focalise sur l'avantage transmission qui peut être très discuté aussi, mais c'est pas l'objet. Mais l'avantage de l'assurance vie, ça peut être pour une personne qui reçoit des deniers, de pouvoir bénéficier du fonds général en euros avec un taux qui est garanti, avec un capital qui est garanti également. C'est extrêmement sécurisant. Donc ça c'est déjà un premier point. Enfin, je veux dire, et ensuite derrière, ça permet aussi de capitaliser les revenus. Donc il y a tout un mécanisme aussi financier qui est particulièrement intéressant. Et puis on va pas non plus se mentir, une fiscalité au niveau des rachats qui est également très intéressante du fait de la détermination de l'assiette imposable. Et puis même une possibilité d'arbitrer sans être fiscalisé en cours de gestion. Donc exactement. C'est très intéressant. Je veux dire, c'est exactement ça. C'est ce mécanisme de la capitalisation qui fait que finalement, enfin, quand vous détenez un portefeuille en direct, la simple gestion du portefeuille lui-même génère déjà de la fiscalité. Indépendamment du point de savoir si vous allez utiliser les dividendes, si vous allez utiliser les gains en capital pour assurer votre train de vie. Je veux dire, si vous réinvestissez tout, en réalité, vous n'échappez pas à la fiscalité. Alors que dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, effectivement, à partir du moment où vous n'utilisez pas les sommes et qu'elles restent dans le contrat, elles continuent à fructifier en toute neutralité fiscale. Donc, je veux dire, on voit bien qu'il y a des intérêts financiers qui sont extrêmement forts dans le choix de cette enveloppe assurantielle. Alors, évidemment, on pourrait vous dire, ouais, il y a le contrat de capitalisation aussi. Voilà, qui amène au même résultat en ce qui concerne la capitalisation des revenus. Vous avez également accès au fonds général en euros. Et donc, le fait qu'il y ait le volet de transmission sur l'assurance vie, c'est ça qui, qui va alerter, et là aussi, soyons pas idiots, l'administration fiscale, qui, elle, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit tout simplement que j'ai un quasi-usufruit, j'ai souscrit un contrat d'assurance vie à l'aide de deniers soumis à usufruit, et que en réalité, les bénéficiaires du contrat vont récupérer les sommes sous la fiscalité assurance vie. Ils ont toujours leur créance de restitution, mais je n'aurai pas d'actifs à mettre en face. Et donc effectivement là, l'administration fiscale, il commence à y voir un abus de droit. Voilà. En parlant de l'administration fiscale et puis de nouveaux abus de droit, on a ce nouvel article 774 bis qui a causé beaucoup d'inquiétudes. Pourquoi cet article? Et puis après on parlera bien sûr de qui est concerné, quelle entrée en vigueur aussi, parce que c'est un sujet qui a presque déchaîné les passions. Alors pourquoi cet article? En fait cet article il s'explique par le fait que maintenant ça fait quand même beaucoup d'années
qu'on utilise beaucoup le quasi-usufruit. On a recours au quasi-usufruit, c'est-à-dire que le quasi-usufruit, il peut être subi dans le cadre d'une succession, bien évidemment, mais de plus en plus, le quasi-usufruit, on le recherche. Il est voulu dans un certain nombre d'opérations. Et effectivement, le quasi-usufruit fait que ça crée une dette, un passif successoral. Voilà. Et donc, oui, l'administration fiscale s'est un peu focalisée sur cette créance de passif successoral, sur ce passif successoral. Et donc, à partir du moment où le quasi-usufruit est volontaire, il y a une présomption, d'une certaine manière, de rechercher la création d'un passif successoral. On l'a déjà vu, l'administration s'est exprimée elle s'exprime encore là aujourd'hui sur le quasi-usufruit. Donc ce que je vous disais avec ces histoires, ce qu'on disait avec les réinvestissements dans un contrat d'assurance vie, mais on a commencé à avoir quelques contentieux aussi sur l'indexation et de la créance de restitution, puisque l'administration fiscale considère que ne doit être porté au passif de la succession que le nominal et pas la créance réindexée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, on sent que là, le quasi-usufruit, ça génère un certain agacement de la part de l'administration fiscale. Et on l'a vu aussi, donc, dans deux opérations précises. La première, qui sont d'ailleurs visées par l'article 774 bis du Code général des impôts, qui est l'hypothèse dans laquelle, dans une donation avant cession, qui est réalisée avec rétention d'usufruit, donc je donne de la nue propriété, je me réserve l'usufruit, et qu'ensuite, usufruitier nu propriétaire cède, et que là, dans le cas de cette cession, il a été fait le choix de stipuler un quasi-usufruit sur le prix de cession, puisque légalement, quand j'ai une cession d'un bien démembré, le Code civil, c'est l'article 621, prévoit qu'il y a une répartition du prix entre l'usufruitier et le propriétaire, chacun à hauteur de la valeur de sa quote-part, de ses droits, dans ses droits. Donc, pour qu'il y ait un quasi-usufruit, il faut le prévoir. C'est donc conventionnel. Donc, c'est voulu. Et donc, l'administration fiscale avait mené un contentieux dans ce cadre-là pour faire reconnaître que il y avait un abus de droit dans cette stipulation de quasi-usufruit sur le prix de cession. Dans l'affaire qui avait été présentée au Conseil d'État, surtout ce que l'administration soulevait, c'était l'absence de garantie qui avait été donnée par l'usufruitier au profit du nu propriétaire. C'est-à-dire que cette créance n'était pas garantie. Et donc, pour l'administration fiscale, l'usufruitier, en réalité, pouvait faire strictement ce qu'il voulait, finalement, avec ces sommes. Et donc, il voyait une certaine fictivité de la donation. Le Conseil d'État, lui, a trouvé qu'il n'y avait strictement rien à redire dans le cadre des opérations qui avaient été réalisées. Pourquoi? Parce que tout avait été réalisé conformément aux dispositions du Code civil. Donc effectivement, on a tout à fait la possibilité, 621 du Code civil, donc de stipuler un quasi-usufruit sur le prix de cession. Comme j'ai un usufruit sur des deniers, l'article 587, prend le relais là-dessus. Ça crée donc un passif successoral. Et ce que soulève également le Conseil d'État, c'est que en ce qui concerne le fait de donner caution, de donner une garantie, en réalité, c'est pas obligatoire en fait. Les parties peuvent supprimer cette possibilité et voire même, quand c'est dans le cadre d'une donation, il n'y a pas de garantie à donner. Donc, ça a été un peu difficile, évidemment, pour cette décision pour le Conseil d'État. Bon, 2017, ça commençait un peu à dater. Et puis, on a eu, en mai 2013, cette fois-ci, c'était un avis du comité de l'abus de droit qui est intervenu dans une hypothèse où, alors cette fois-ci, c'est un peu plus loin,
où les parties, en fait, il y avait eu une donation de sommes d'argent avec réserve d'usufruit. Voilà. Et là, c'est sûr que dans le cadre de ce type d'opération, il y a même pas de transfert. Enfin, il y a même pas de transfert. Il y a même pas de virement. Il y a rien du tout. Il y a absolument rien. Et là, en fait, le comité de l'abus de droit dit non, il n'y a aucun problème sur ce type d'opération, dès lors que le donateur avait bien les sommes données dans son patrimoine au jour de la donation. Donc ça a été sûrement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a donc donné lieu, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, à l'article 774 bis du Code général des impôts. Pour soutenir notre mission, le meilleur moyen est de partager cet épisode en message privé à la personne à qui il vous a fait penser. Elle vous remerciera et nous aussi. Malheureusement, cet article ne se limite pas à interdire, pas à interdire, mais à limiter la déduction de la créance de restitution pour les donations avec tout simplement déjà en fait une donation de quasi-usufruit de somme d'argent, de nue propriété de somme d'argent. Et va un petit peu plus loin que ça quand même. Qu'est-ce qu'il faut quels sont donc on a parlé déjà des donations avant cession qui seraient particulièrement concernées. Oui, tout à fait. Est-ce que peut-être qu'on va rentrer après en détail dans chacun des cas, mais est-ce qu'il y a d'autres on va dire segments de la vie patrimoniale qui sont particulièrement visés par cet article? Alors en fait, l'article en lui-même, il est rédigé de manière un peu bizarre parce que en ce qui concerne son champ d'application, donc effectivement, on exclut toute possibilité de déduire une dette de restitution qui aurait pour origine une donation de somme d'argent avec réserve d'usufruit. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de sujet. Et puis, effectivement, on nous crée une présomption, là aussi, finalement, une présomption d'avoir cherché à créer un passif successoral fictif, faut appeler un chat un chat, c'est bien de ça. Et en fait, ce que nous dit le texte nous dit que il est susceptible également, cette impossibilité de déduire la dette, eh bien, est susceptible de s'appliquer sur les dettes de restitution qui sont contractées sur le prix de cession d'un bien, donc le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit. Donc là, on voit très bien, évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est les donations pré-cession. Donc, évidemment, ceci étant, contrairement à la donation de sommes d'argent, ici, quand même, vous avez la possibilité de justifier, de démontrer que ce quasi-usufruit n'a pas été mis en place dans un objectif principalement, un objectif principalement fiscal. Donc ça, c'est quand même important. Sont également exclus l'usufruit du conjoint survivant. Bien évidemment, ça, pour le coup, ça paraissait être une évidence. On avait les clauses bénéficiaires démembrées aussi qui avaient beaucoup agité. Alors, oui, parce que en fait, alors déjà, on a ça. Donc, on nous dit ça. Bon, les clauses bénéficiaires démembrées, on voit pas trop dans quoi ça aurait pu rentrer, mais forcément, quand on est fait du droit patrimonial, tout de suite, la première des réactions, c'est de se dire, oh là là, donc quoi, j'ai du quasi-usufruit. Donc j'ai du quasi-usufruit, effectivement, les donations pré-cession. J'ai du quasi-usufruit quand j'ai des clauses bénéficiaires démembrées. J'ai du quasi-usufruit quand on fait des distributions de réserve. Gloops. J'ai du quasi-usufruit quand je fais un rachat sur un contrat de capi démembré. Et oui, je peux avoir des comptes courants démembrés, vous voyez, et remboursement en quasi-usufruit. Le quasi-usufruit s'immisce partout. Récemment encore, on a eu une décision du Conseil d'État qui nous explique qu'un dividende prélevé sur le produit de cession d'un actif, s'il n'y a rien de prévu, à défaut de stipulation contraire, c'est un quasi-usufruit. Le quasi-usufruit se niche un peu partout. Voilà. Il y a des cas dans lesquels il est conventionnel, mais il y a des cas dans lesquels il est légal, automatique. Et donc forcément, quand ce texte est sorti, évidemment, la question c'est de dire mais ça va s'appliquer à quoi exactement ?
D'autant que, voilà, la dette de restitution contractée sur le prix de cession d'un bien dont le défense était réservé l'usufruit, bon, l'origine du démembrement, est-ce que ça joue? Enfin, on s'est Et on se posé dit plein même de questions. qu'après, on imagine même qu'on donne sa résidence secondaire, on la vend 25 ans après, et puis on va être concerné. Exactement. Donc oui, puis alors en plus de ça, comme vous l'avez justement souligné, la date d'entrée en vigueur, c'est le 29 décembre, en fait, c'est pour les décès, en fait, hein, les extinctions à compter du 29 décembre 2023. Donc, Oui, en c'est fait, ça qui est important de oui. souligner, c'est que la date d'entrée en vigueur concerne l'extinction, et donc l'extinction, c'est le décès. Exactement. Donc en fait, ça concerne tous les quasi-usufruits qui ont été mis en place. Avec des gens encore vivants, en fait. Exactement. Avec des usufruitiers Mais encore bien vivants. sûr, exactement. Donc en fait, ça s'applique pour le futur. Voilà. Donc forcément, c'était un peu la panique. Donc c'est pour ça qu'on attendait les commentaires de l'administration fiscale impatiemment pour au moins savoir dans quel cadre on allait pouvoir évoluer. Et dans le cadre de ces commentaires, en fait, il y a des bonnes choses et il y en a qui sont un peu moins bonnes ou qui, du moins, créent de l'insécurité juridique. Voilà. Donc, la première des choses qui crée de l'insécurité juridique, c'est que quand on revient sur les dettes qui ont été constituées sur le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit, quand on prend le BOFIP, on nous dit donc effectivement prix de cession d'un bien dont le défunt s'était préalablement réservé l'usufruit, et là, ou de toute opération assimilable par laquelle le bien sur lequel le défunt s'était réservé l'usufruit est liquidé sous une forme d'argent. Oups. Alors, une opération assimilable à une cession, qu'est-ce que c'est? Déjà, ça commence par là. Et là, l'administration fiscale nous donne quelques exemples qui sont assez instructifs. Donc, le remboursement d'une créance. Ok, alors c'est pas une cession. Hein. Bon, est-ce que c'est assimilable à une cession? Je ne suis pas sûre. Bref. Le rachat sur un contrat de capitalisation. Et ça, on va y revenir. Donc là aussi, c'est pas une cession, un rachat c'est un remboursement de créance pour le coup. Voilà. Donc forcément, c'est beaucoup plus large. En tout cas, ce que le BOFIP envisage en termes de portée, c'est beaucoup plus large que ce que dit le texte. Donc déjà, on peut se poser la question du point de savoir si c'est pas contrat légem. Et inutile, c'est évident qu'il va y avoir du contentieux sur la portée, évidemment, de ce commentaire, c'est certain. Oui, parce que là, pour resituer pour nos auditeurs, on étend le champ de là où on va se retrouver dans une sorte de présomption de fictivité, et on va devoir peut-être apporter des preuves que on n'a pas fait ça dans un but principalement fiscal. Et surtout, ça va nous obliger déjà à une espèce de traçabilité d'opération post-démembrement qui aurait pu être un démembrement avec un remploi. Je m'explique. Imaginez-vous qu'on a une somme d'argent soumise donc à usufruit, quasi-usufruit, notre usufruitier, en fait, avec cette somme dont il peut disposer comme il l'entend, il va souscrire. Non, ça c'est mon exemple n'est pas le bon, pardon. On est sur un remploi, excusez-moi. On a prévu un remploi. Donc normalement, si j'ai prévu un remploi, et d'ailleurs l'instruction le prévoit expressément, si on a prévu un remploi des sommes démembrées dans l'acquisition d'autres biens, je suis hors champ du 774 bis du Code général des impôts. D'accord ? Usufruitier nu propriétaire décident ensemble de souscrire un contrat de capitalisation. Donc le contrat de capitalisation est démembré. On va mettre en place une belle convention de démembrement, on va définir la notion de fruit, laisser la possibilité à notre usufruitier de racheter seul à hauteur des fruits. Très bien, on encadre tout ça. Et puis, admettons qu'à un moment donné, on décide de racheter l'intégralité du contrat. J'ai un quasi-usufruit. De droit, j'ai un quasi-usufruit. Et bien là, je retombe dans le champ d'application du 774 bis du Code général des impôts. Donc là, oui, ce qui est particulièrement difficile, c'est que
on peut faire des opérations 25 ans après la création du casier d'usufruit, où on est un peu, on se doute plus de rien, et puis on tombe quand même dans un trou. Exactement. Et donc là, c'est particulièrement ennuyeux parce que l'administration fiscale ici se réserve une espèce de droit de suite sur tout ce qui va être fait à l'aide du prix de cession démembré. Et même si la première opération était un remploi, vous n'êtes pas tranquille. Parce que vous ne savez jamais, en fonction de ce qui va être fait, si un jour ou l'autre, on sortira pas en quasi-usufruit. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Alors, attention, on peut apporter la preuve contraire, en fait, montrer que tout ça n'a pas été fait dans un but principalement fiscal. Et donc là, l'administration nous dit que, comme d'habitude, on va avoir recours au faisceau d'indices, ce qui en termes de sécurité juridique n'est pas génial, mais nous donne trois exemples majeurs. Le premier, c'est la concomitance des opérations. Donc, pour l'administration fiscale, s'il y a une espèce de concomitance des opérations, donation-précession, on part pas très bien en réalité. Donc, plus il y a du temps qui s'écoule, par exemple, dans ces opérations-là, entre la donation, la cession, voilà, moins il y aurait de suspicion, selon laquelle on aurait cherché à créer un passif successoral. C'est un peu ça l'idée. Alors déjà avec ça on est un peu mal à l'aise parce que en fait on crée une espèce de présomption d'abus, là où le Conseil d'État nous a clairement dit, a clairement expliqué que la concomitance des opérations n'était pas un élément à prendre en considération pour caractériser un abus de droit. Puis surtout qu'on est dans bien des cas obligé en fait d'être en quasi-usufruit pour simplement payer l'impôt parce que les enfants nus propriétaires donc sans argent ne pourront pas payer la plus-value de l'usufruit. Exactement. Et donc on est de fait contraint économiquement par la fiscalité de passer par ce chemin. Exactement. Et ça aussi, alors évidemment, on a la deuxième série d'objectifs considérés comme étant autres que principalement fiscales, qui seraient des motivations patrimoniales. Et par exemple, la situation de l'usufruitier qui pourrait avoir besoin effectivement de liquidités pour pouvoir assumer sa dépendance, payer une maison de retraite, etc. Et ça, c'est un vrai sujet pour le coup. Mais au-delà de ça, ce que vous venez d'évoquer, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que on a aussi un mécanisme en matière de plus-value de cession de titres démembrés pour déterminer qui est le redevable de l'impôt, qui pousse effectivement à prévoir un quasi-usufruit sur le prix de cession. Dans ce cas, dans les hypothèses de donation-précession, en démembrement de propriété, en fait, souvent les parties ne réfléchissent pas à se dire super, on va faire un quasi-usufruit pour créer un passif successoral. Non, je veux dire, il y a peut-être des cas, mais c'est comme pour tout, voilà. Oui, si on cherche bien, on trouvera forcément toutes les motivations. Évidemment, mais dans plus de la majorité des cas, c'est pas ça du tout. On se tourne vers le quasi-usufruit. Pourquoi ? Parce que en présence d'un quasi-usufruit, c'est l'usufruitier qui sera redevable de l'impôt de plus-value. Ce qui est totalement cohérent pour deux choses. La première, c'est lui qui a la capacité contributive, donc c'est déjà le premier point. Et la seconde, c'est que quand on fait des donations précession, la seule plus-value qu'on a purgée, c'est celle sur la nue propriété. Et donc finalement, c'est pas complètement idiot qu'il paye un impôt sur une plus-value afférente à son droit. Alors que si je suis en remploi, c'est-à-dire qu'on stipule un remploi du prix de cession dans l'acquisition d'autres biens démembrés, effectivement, c'est le nu propriétaire qui se retrouve redevable de l'impôt de plus-value. Notre nu propriétaire, donc, qui est redevable de l'impôt de plus-value, d'une plus-value qui a été prise sur le droit de l'usufruitier.
Donc, non seulement il n'a les 3/4 du temps pas la capacité contributive pour payer cet impôt, il n'a pas forcément le cash, et de toute façon, sur le bien, il n'a pas à part l'abusus, il n'aura rien. Et en plus de ça, c'est un impôt qui est afférent au droit de l'usufruitier, au gain en capital pris sur le droit de l'usufruitier. On voit bien que c'est totalement ubuesque. Donc, autre point aussi, alors c'est notamment quand on peut bénéficier, vous savez, des abattements pour délai de détention et notamment de l'abattement renforcé. Tous les critères se font par rapport au cédant, en tout cas au redevable de l'impôt. Et quand c'est le nu propriétaire, vu que lui, il détient depuis 5 minutes. C'est un peu ça. Voilà, je veux dire, alors que quand c'est l'usufruitier, et en plus, quelque part, il y a une certaine logique, les abattements pour délai de détention, en fait, seront appréciés par rapport à sa détention à lui. Donc, une fois de plus, c'est à cause de règles fiscales qui ne sont pas adaptées à la situation économique et financière des parties que finalement, on se retrouve à devoir faire des choix qui, eux-mêmes, sont condamnés. Donc, on marche un petit peu sur la tête. Donc ça, à la rigueur, si je comprends bien, ça pourrait être un argument économique, du coup, pour dire que, de toute façon, on n'avait pas le choix. Alors, je ne sais pas comment l'administration fiscale prendrait cet argument économique, mais c'est un vrai argument, pour le coup, économique et financier, qui, on l'espère, pourrait être entendu par le juge. Et donc, on avait parlé de 3 exemples. Il me semble qu'on n'était pas allé jusqu'au 3e. Alors, le 3e, en fait, et ça, on l'a beaucoup vu dans la jurisprudence de ces dernières années du Conseil d'État, toujours sur les donations précession. Le sujet, c'est le fait, si l'usufruitier, en fait, a la main mise sur le sort du prix de cession, que tout est à sa main, c'est sa décision de choisir finalement quasi usufruire, emploi, etc. En fait, on part du principe ici que, à partir du moment où le nu propriétaire ne peut pas s'exprimer, il y a une présomption finalement là aussi de victivité de l'opération, d'une certaine manière, qui est mise en place. En fait, c'est comme si on avait l'impression que c'était plus véritablement un démembrement de propriété. Le sujet, il est vraiment là. Alors ça, on le sentait depuis pas mal d'années. On le voit dans la jurisprudence du Conseil d'État, où à partir du moment où l'usufruitier, c'est lui qui décide seul du sort du prix de cession, systématiquement c'est requalifié en quasi-usufruit, même si quand on regarde le séquencement des opérations, c'est pas un quasi-usufruit, il y a vraiment une volonté de remploi tel que ça a été prévu, tel que c'était prévu à la base. Mais s'il y a une ambiguïté sur qui peut décider, il bascule ça en quasi-usufruit, et du coup, là on vous dit... On va tomber les 2 pieds dedans. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, il faut faire très attention. Aujourd'hui, en fait, c'est toujours pareil. Très bien, on a ce cadre-là. Que faire ? Je nous arrête un instant pour vous remercier de nous écouter. Si vous aimez le podcast, rendez-vous sur le-family-office.fr pour vous abonner à notre newsletter. C'est le seul moyen d'être certain de ne louper aucun nouvel épisode. Oui, parce qu'en fait, sur la question de que faire, il y a quand même un petit peu 2 cas. Il y a tous les cas à venir, toutes les donations qu'on va mettre en place, toutes les prochaines donations cessions. Et puis, il y a tout le passé. Tout le passé. Qui, pour le coup, va nous occuper peut-être encore un peu plus que l'avenir, parce que là, il y a des dizaines de dossiers qu'il va falloir ressortir. Exactement. Donc peut-être qu'on peut commencer par les prochaines opérations. Ouais. Et puis, après on verra pour le passé. En fait, pour l'avenir, en réalité, il faut faire attention, notamment dans les actes de donation. Dans les actes de donation, en fait, il faut pas que dès le départ on ait prévu un quasi usufruit. Je pense que quand on relit bien la doctrine administrative, les choses sont assez claires. Il faut laisser en fait la possibilité de choix entre les 3 options. Donc répartition, ça c'est plutôt rare parce qu'on met fin au démembrement et donc à la transmission qui a déjà été faite. Mais il y a des cas dans lesquels, pour partie, ça peut être intéressant parce que ça permet de donner du cash au nu propriétaire aussi. Je veux dire, il ne faut se fermer aucune possibilité parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie.
Donc en fait, retrouver la possibilité de choix, une répartition, un remploi, un quasi-usufruit, mais faire que ce choix, il doit être fait par les parties et pas uniquement être à la main de l'usufruitier. Et à ce moment-là, donc, il faut que les parties signent une convention qu'ils enregistrent, j'imagine, pour donner... Ça, on va le prévoir dans la donation, en fait. Ce sera dans la donation de dire que en cas de cession, l'usufruitier et le nu propriétaire pourront décider, clac, clac, clac. Voilà. Et ensuite, au moment de la cession, ils décident finalement ensemble. Voilà, ça peut être effectivement, on peut le prévoir dans l'acte de cession. Voilà, c'est... Donc plus d'actes avec un quasi-usufruit automatique, ça Non. déjà c'est le premier... Exactement. Oui, parce que en fait, ça permet aussi de voir que finalement, la décision, elle se prendra au moment vraiment de l'opération de cession. On n'a pas planifié un truc. Et que ça va vraiment se faire en fonction finalement de la situation des parties. Au moment où la cession... Ce qui crée aussi une motivation patrimoniale et un indice supplémentaire, on va dire, dans le bon sens. Exactement, on se laisse le choix et ça va vraiment dépendre de la situation de chacun au moment de la cession. Alors, quand je vous dis ça, oui, ça se comprend bien, comme le prévoit également le BOFIP, lorsqu'on fait une donation une année N et que la cession n'interviendra que quelques années plus tard ou quelques mois après. Si on fait la donation et la cession en même temps, on se doute bien qu'on sait déjà ce qu'on va faire. Oui, même si on fait à 10h10 la donation et qu'à 10h50 on décide de la répartition. Non, mais voilà, c'est pour ça que c'est un peu... On comprend bien l'agencement des indices que nous présente l'administration fiscale. Est-ce qu'il y aura d'autres bonnes pratiques donc pour compléter sur les prochains actes qu'on va mettre en place? Alors notamment sur les fameux contrats de capitalisation, parce qu'il y a beaucoup de remplois de deniers démembrés dans des contrats de capitalisation. Donc là, il faut faire attention, bien évidemment, et plutôt que de prévoir comme le font les conventions de démembrement aujourd'hui, où on vous explique qu'en cas de rachat total, par exemple, du contrat ou de rachat au-delà des fruits, en fait, les sommes sont versées sur un compte ouvert au nom de l'usufruitier. Donc, de facto, c'est un quasi-usufruit. Donc là, il faut pas faire ça. Une bonne pratique serait de revoir ces clauses et de prévoir que, en cas de rachat au-delà des fruits ou de rachat total, usufruitier et nus propriétaires auront le choix entre une répartition selon, pourquoi pas, le barème de l'article 669, un remploi dans l'acquisition d'autres biens démembrés ou un quasi-usufruit. Donc, c'est le choix des parties et pas uniquement de l'usufruitier. Et en ce qui concerne le quasi-usufruit, rappelez quand même les dispositions de l'article 774 pour que tout le monde sache bien à quoi s'attendre le cas échéant. Mais donc, il faut vraiment réfléchir à ça. Après, parce que c'est ce droit de suite qui nous pose vraiment un problème. Après, on peut très bien avoir donc des souscriptions toujours en remploi au capital d'une société dont les titres seront eux-mêmes démembrés. Et là, on rentre dans un autre sujet. Parce que là, le quasi-usufruit, la première idée qui nous vient, il pourrait être issu d'une distribution de dividendes prélevés sur les réserves. Ça, c'est un vrai sujet. Sauf que on est plutôt tranquille puisque le BOFIP écarte les distributions de réserves sur lesquelles il y aurait un quasi-usufruit du champ d'application de l'article 774 bis, mais ce qui se comprend parfaitement au regard de toute la jurisprudence de la Cour de cassation. Oui, parce qu'on n'oublie pas de toute façon qu'il y a une société et donc que l'usufruitier décide pas tout seul parce que c'est la société qui décide. D'abord, j'ai un usufruit légal. Ça a été dit par la Cour de cassation. Et effectivement, il y a l'opacité de la personne morale et que ce n'est pas une décision individuelle de l'usufruitier, mais bien une décision de la collectivité des associés qui représente la société.
Et ça, c'est vrai que c'est déjà une bonne nouvelle parce qu'on a été assez pessimiste pour l'instant Mais depuis le début complètement, de l'épisode. complètement. Mais est-ce qu'il y a d'autres bonnes nouvelles dans ce BOFIP, sur des choses qu'on attendait? Alors, sur les clauses bénéficiaires, alors moi, j'ai jamais eu de doute là-dessus puisqu'à aucun moment, le bénéficiaire en usufruit ne s'est retenu l'usufruit. Ce n'est pas sa décision, c'est celle du souscripteur. C'est le souscripteur qui a décidé de démembrer sa clause bénéficiaire. Donc là, le cas échéant, si on prévoit rien, j'ai un quasi-usufruit, mais il y a aussi la possibilité de laisser le choix entre un quasi-usufruit, un remploi, pourquoi pas une répartition. Mais on est dans un schéma qui est très différent, en présence d'une clause bénéficiaire démembrée. C'est un peu, attention, le parallèle est hasardeux, mais ce n'est pas la décision, une fois de plus, de l'usufruitier. Il ne se retient pas d'usufruit. C'est vrai en poussant un peu le bouchon, on pourrait se dire, bon, on fait une clause à option avec un usufruitier qui peut un peu décider ce qu'il veut parce qu'on a bien calibré les options pour qu'il puisse tout avoir à sa main. Malgré tout, on considère que ça reste le souscripteur qui lui a donné ce choix. C'est le souscripteur qui lui a donné ce choix. Enfin, je trouverais un peu audacieux de venir attaquer sur le fait que le bénéficiaire en usufruit ait un choix, mais c'est, comment dirais-je, ce choix, il a été mis en place par le souscripteur. C'est la décision du souscripteur. Donc, c'est normal qu'il choisisse l'option. Après tout, dans le cadre du préciput, où oui, on savait pas. Dire, voilà. Le préciput, c'est typiquement un autre cas dont on a beaucoup parlé. Exactement. Et pareil, qui est hors champ, le BOFIP nous a rassuré là-dessus également. On est totalement hors champ du champ d'application de l'article 774 bis. Sur les autres nouvelles, alors qui sont plutôt, qui là aussi, c'est mieux de le voir écrit, mais on n'avait pas trop de doutes. Bien évidemment, l'impossibilité de déduire cette dette de restitution ne vaut que pour le nu propriétaire, pas pour le reste des héritiers, bien évidemment. Et autre chose intéressante également, c'est que comme on va replacer les opérations de telle manière, on va faire en fait comme si la donation n'avait jamais eu lieu. C'est ça l'idée en fait. On fait comme si la donation de nue propriété n'avait jamais eu lieu. Dès lors, notre nu propriétaire va pouvoir imputer sur ses droits de succession les droits de donation qui ont été payés à l'époque. Ouais, donc lui, il va payer sur la pleine assiette, pour le coup, au jour de la succession de la pleine propriété. Mais, et par contre, il va pouvoir déduire de ses droits les droits qui avaient été payés à l'époque. Exactement. Et là, on a une précision, mais le texte nous laissait penser qu'il n'en serait pas autrement, mais c'est mieux de le voir écrit. Les droits imputables sont ceux que le nu propriétaire aurait payés, mais même ceux que le donateur aurait payés. Comme ça, on est vraiment dans la même situation. Exactement. Donc là-dessus, on est parfaitement rassuré. Alors après, il y a le passé. Exactement. C'était la question suivante, parce que le passé, une fois qu'on a dit tout ce qu'on s'est dit, il y a plusieurs situations dans lesquelles on peut se trouver. On peut se dire d'abord que selon les faisceaux d'indices indiqués par le BOFIP, on est super à l'aise. On se dit, bon, là, franchement, j'ai des super raisons patrimoniales, j'ai tout un dossier là-dessus, et il n'y a pas de souci. Donc ça, déjà, même si on est dans le champ, à la rigueur, on s'en inquiéterait pas trop. Il y a les situations dans lesquelles on est un peu moins à l'aise, et puis on se dit mince, j'ai aucune doc dans mes actes, il y a aucune motivation patrimoniale qui sont indiquées, j'ai rien qui retrace quoi que ce soit, et là j'ai un peu peur de me retrouver de me retrouver avec une non-déductibilité. C'est ça. Et donc dans ce cas-là, quelles sont les solutions? Parce qu'on va pas créer des preuves, donc il va falloir changer la situation. Non, exactement. Et puis surtout, vu que ce texte n'existait pas il y a 5 ans, il y a même 2 ans, ou il y a 20 ans, forcément, personne a cherché à documenter quoi que ce soit. C'est ce qui. Oui, puis toutes les donations qui ont déjà été faites avec tout à la main du usufruitier, elles sont signées, elles existent. Exactement. Donc voilà, mais ça veut pas dire pour autant, c'est pas parce que c'est à la main de l'usufruitier, ça c'est un point de vue, c'est une vue de l'esprit, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'usufruitier aurait choisi un quasi-usufruit pour créer un passif
successorale, je veux dire. Oui, puis à l'arrière, on va dire, c'est un petit poids dans la balance du mauvais côté du faisceau d'indices, mais on peut aussi en mettre beaucoup plus de l'autre côté. Exactement, je veux dire, le fait, faut quand même pas oublier que il transmet la nue propriété. On peut comprendre, en plus, ça dépend de l'âge des donataires. Enfin, il y a plein de choses à prendre en considération. C'est pas aussi caricatural que ça. Hein. Voilà, c'est pas ou tout blanc ou tout noir, bien évidemment. Ceci étant, du coup, c'est ça qui crée l'inconfort au final, parce qu'on est en zone grise. Exactement, c'est exactement ça. Donc du coup, il y a plusieurs choses. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut, pourquoi pas, si on peut démontrer une certaine traçabilité, pourquoi pas transformer le quasi-usufruit en usufruit. Voilà, revenir à un usufruit, tout simplement. Et comme on l'a vu, une fois de plus, il n'y a aucun transfert de richesse, c'est juste l'exercice, les modalités d'exercice des prérogatives de l'usufruitier qui changent. C'est juste ça. Et puis, on peut s'appuyer, comme on l'a vu tout à l'heure, sur le code civil pour expliquer que ça pose pas de problème. En réalité, c'est tout à fait envisageable. Donc ça, c'est une première solution qui s'appliquera, enfin qui est du coup hyper confortable, parce qu'on se dit maintenant ça s'éteint tout seul, il y a pas de souci. Pas forcément facile quand même, parce que la traçabilité des fonds, c'est un sujet qu'on a souvent. Ça va dépendre effectivement de ce qui a été fait avec les sommes et de cette possibilité effectivement de suivre les différents investissements, réinvestissements, le cas échéant. Après, notre usufruitier peut abandonner son droit. Et donc, faire un remboursement, alors il peut, faire un remboursement anticipé de la créance. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, comme ça, on met un terme à ça. Et donc, en fait, il verse le montant de la créance au nu propriétaire. Et donc, dans ce cas-là, il paye les droits sur la valeur de son usufruit au jour où il fait cette donation. Exactement. Et puis terminé. Exactement. Bon, par contre, il faut qu'il ait quand même les sommes à disposition là pour Exactement. faire ça. Exactement. Mais au moins, c'est un moyen de sortir un petit peu de l'impasse. Maintenant, s'il a tout consommé, là, on a un vrai sujet. S'il a tout consommé, en réalité, on va se retrouver avec un passif et pas d'actif de l'autre côté. Voilà. Donc, c'est justement peut-être ce que ne veut pas l'administration. Oui, et dans ce cas-là, il serait pas vraiment possible de consolider, sauf à retrouver des éléments d'époque qui nous diraient, qui indiqueraient des motivations. Oui, qu'en fait la consommation, c'était pas pour partir au Mamas, mais parce qu'il était dans notre usufruitier était dans une situation soit de dépendance, ou n'avait plus de revenus, ou de précarité, je sais rien, mais qu'il avait vraiment besoin de cet argent pour subvenir à ses besoins. Ça peut s'entendre. Bon, on va ressortir tous nos vieux dossiers, toutes nos vieilles archives. Heureusement, maintenant, c'est numérique, ce sera quand même un peu plus confortable. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés qui sont importants dans ce, j'allais dire, nouveau monde du quasi-usufruit? C'est toujours pareil, c'est-à-dire que ce genre de texte et évidemment les commentaires de l'administration fiscale, c'est sûr que ça fait c'est un effet dissuasif. C'est un effet dissuasif pour le coup, et je pense que c'est un peu l'effet recherché, parce que comme on l'a vu il y a certaines choses dans l'instruction qui prêtent à discussion et qui pourraient être challengées devant le juge, je veux dire sans aucun problème. Mais forcément, ça aura un effet dissuasif. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus faire de quasi-usufruit ? La réponse est non. La réponse est non, parce que le quasi-usufruit peut avoir un véritable intérêt. Il faut pas oublier non plus que nous sommes un pays dans lequel nous ne bénéficions pas d'outils de gestion et transmission de patrimoine tels que le trust ou la fiducie. Voilà. Et donc, en fait, on a quand même des parents ou des grands-parents
qui ne peuvent pas finalement anticiper une transmission tout en gérant pour le compte d'eux. Vous voyez, ça c'est et le quasi-usufruit, c'est un outil qui peut servir à ça en réalité. Et ça ne veut pas dire qu'on transmet pas. Si, on a transmis, mais on gère. On gère pour le compte des enfants. C'est ça, puis ça peut donner beaucoup de confort aussi, parce que demain, quand on va vouloir réellement laisser à disposition la somme, on va pouvoir rembourser, abandonner son usufruit sur une partie seulement. Donc ça permet aussi d'avoir j'allais dire, presque un trust de son vivant. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est des choses dont on a particulièrement besoin, notamment aussi quand on a un enfant qui est en situation de handicap. Enfin, je veux dire, l'utilisation du quasi-usufruit, enfin, il y a pas mal d'objectifs qui sont patrimoniaux. Qui plus est, on en a parlé tout à l'heure, mais vous savez, le financement de la dépendance, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. On a une population qui est vieillissante. On vieillit pas forcément toujours en très très bon état, et de toute façon, pas tout le monde a la chance de pouvoir rester chez soi jusqu'à la fin de ses jours. On a aussi, on le voit aussi, le problématique des retraites. On ne sait pas dans quelle situation on sera quand on sera à la retraite. Alors moi, bien avant vous, mais c'est un vrai sujet également. Et en réalité, faire un démembrement classique aujourd'hui, ça a du sens. C'est pas du tout le sujet. Mais l'usufruitier n'est plus propriétaire. Il n'est plus propriétaire. Et en réalité, s'il a trop transmis, parce que malheureusement c'est souvent ce que l'on voit, s'il a trop transmis, qu'il n'a plus assez de biens en pleine propriété, qu'il va pouvoir mobiliser pour financer sa dépendance, pour financer des frais médicaux, pour financer son train de vie, des compléments suffisamment, parce que il est dans une situation, tout peut arriver dans la vie, on ne sait pas. Le quasi-usufruit laisse cette souplesse. Donc, en fait, le quasi-usufruit, c'est un très bon outil de gestion patrimoniale. Et se focaliser sur le passif successoral, c'est en fait mettre sous le tapis toutes les utilisations patrimoniales, auxquelles toute cette liberté finalement de gestion, de choix, toute cette souplesse et ce confort aussi pour quelqu'un qui transmet, de se dire je peux mobiliser du capital s'il y a un gros pépin demain, ou je peux transmettre mais gérer correctement ce patrimoine, à mon rythme en plus, exactement, pour mes enfants et mes petits-enfants. Parce qu'on n'a rien d'autre, en fait. Ou on va se déporter vers la société, mais on ne fait que reporter une société avec un capital démembré, etc. Où là aussi, quelque part, on cherche toujours à créer ce que l'on n'a pas, une fiducie. Voilà. Bon, moi j'espère que l'appel sera entendu pour ceux qui l'auront compris. Merci beaucoup Sandrine pour tous ces éclairages sur à la fois l'article et aussi la doctrine qui était très attendue. Merci. Si vous avez trouvé cet épisode utile, je suis certain que vous aimerez beaucoup le prochain. Pour ne pas subir les algorithmes et être certain de ne pas louper les prochaines interviews des meilleurs professionnels de la gestion de fortune, inscrivez-vous à notre newsletter. Rendez-vous directement sur le-family-office.fr et entrez votre adresse email.